Je travaille dans un dîner au relais routier dans une ville où les gens passent aussi vite qu'ils le peuvent sur le chemin de quelque chose ou quelqu'un de mieux. C'est appelé Lucky's, ce qui est un peu ironique parce que si vous avez fini ici, vous n'avez vraiment pas de chance. Si vous restez trop longtemps, la poussière s'installe. Travailler chez Lucky's, c'est ne jamais voir les mêmes plaques d'immatriculation 2 fois, ni les mêmes visages d'ailleurs. J'ai perdu le compte du nombre de fois où la réponse à mon « Où allez-vous » a été n'importe où, sauf en arrière. Les lumières clignotent plus souvent qu'à leur tour, et le jukebox crache parfois des chansons qui ne sont pas sur les cartes d'index, mais le café est chaud. Et la plupart des gens qui les essaient disent que les pancakes sont les meilleurs qu'ils aient jamais eus. Et je suis portée à être d'accord. Le badge brodé avec le nom Isabella sur mon uniforme, mais ce n'est même pas proche de mon vrai nom. C'était le nom de ma mère. Lucky's est là depuis longtemps. Je le porte parce que j'aime entendre son nom prononcé par d'autres personnes. C'est comme si elle était toujours là, toujours évoquée dans la conversation. Comme si elle pouvait entrer par la porte à n'importe quel moment et n'était pas enterrée dans le cimetière juste après le club de striptease. Lucky's est aussi toujours ouvert, toujours, en travaillant de longues heures à servir des vagabonds, des camionneurs et des fugueurs, ceux qui sont devenus éphémères sur les autoroutes. On apprend à lire les gens très rapidement. Quand on bouge autant, toujours sur la route, on laisse parfois des parties de soi derrière, perdues entre les kilomètres. Parfois, les gens conduisent juste parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. En travaillant chez Lucky's, j'ai vu toutes sortes de choses perdues. Une fois, j'ai vu un homme heurter un cerf avec son camion et s'arrêter pour l'enterrer dans la terre rouge, creusant alors que le soleil se couchait, les larmes coulant régulièrement sur son visage alors qu'il luttait contre le sol pour dissimuler ce qu'il avait fait. Une fois, un homme que j'ai reconnu des nouvelles m'a laissé un pourboire de $20 taché de sang, les yeux tristes, dans une veste en denain qui cachait à peine le pistolet scotché à ses côtes. Une fois, j'ai vu une fille d'à peine 16 ans, à un bras, se lever sur le toit de sa voiture et chanter jusqu'à ce qu'un coyote vienne s'asseoir devant le capot et se mette à hurler en chœur. Une fois, j'ai vu 2 femmes se battre à poing dans le parking la nuit dehors, jusqu'à ce que l'une crache du sang et des dents. Puis, elles se sont embrassées sous les lumières bleues de la voiture de police qui passait par là, leurs visages illuminés de rouge et de brillance. J'ai vu l'autoroute en feu, des lignes de flammes entre les pneus, alors que l'asphalte s'embrasait sous la chaleur. J'ai vu des baptêmes au bord de la route, un prédicateur arrêté avec une camionnette et une piscine pour enfants. J'ai vu des choses marcher dans le désert, juste au-delà de la portée de l'enseigne au néon du motel, qui ne ressemblent pas tout à fait à des gens, se déplaçant dans la nuit bleue. J'ai rencontré une femme qui m'a montré une photographie de l'endroit où elle était enterrée. Je rencontre souvent des gens avec qui je parle un moment jusqu'à ce que leurs visages commencent à vaciller, incapables de soutenir la façade si longtemps. J'ai rencontré des gens qui doivent être invités à l'intérieur avant de pouvoir franchir le seuil. J'ai rencontré quelques membres charmants d'une secte sacrificielle qui ont bien pourboire et étaient très polis, même lorsqu'ils m'ont demandé
si je considérerais les laisser me récolter. Mais c'est une histoire sûre. Eh bien, vous avez lu le titre. C'était un vendredi et je travaillais de nuit. Je préfère les nuits parce que quand je rentre chez moi, je peux faire semblant un moment que je vais suivre les feux arrière de la voiture, devant jusqu'à ceux que je laisse tout derrière moi dans mon rétroviseur, jusqu'à ceux qu'il fasse jour et que le désert se change en océan, comme si j'avais baissé complètement mes fenêtres. Je goûterais le sel dans l'air. Ça, et je suis l'une des seules serveuses, disons, qualifiées pour s'occuper des clients de nuit. En plus, les pourboires sont toujours meilleurs quand la lune est dehors. Nous n'avons que 3 vrais habitués à Lucky's, et seulement 2 étaient venus jusqu'à présent. Rosemary, notre première et la plus régulière des habituées, était assise près de la fenêtre dans son manteau de fourrure marron, toujours drapée sur ses épaules qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, bien qu'il ne pleuve jamais ici. 6 cheveux étaient longs et blancs dans son dos, comme la lune à travers un verre. Elle m'a fait signe de venir, me gratifiant d'un clin d'œil qui faisait plisser ses pattes doigts, la rendant d'autant plus belle. Rosemary aimait son whisky dans son thé. Parfois, elle nourrissait de miettes de gâteau les poupées vaudou qu'elle portait dans ses poches. Elle était également une insomniaque chronique et appréciait la compagnie de Lucky's quand le sommeil se cachait d'elle. Elle continuait de mélanger le jeu de cartes qu'elle avait déjà disposé sur la table. Je l'ai regardée passer ses pouces sur 2 jokers. Rosemary aimait prédire l'avenir quand elle avait le temps. Elle utilisait un paquet usé de cartes à jouer d'hôtel et si elle était de bonne humeur, elle lisait les fonds de café. Je ne lui posais pas trop de questions, parce que ces fonds de café avaient une manière frappante de se réaliser. La table 6 était vide et impeccable, comme d'habitude. C'était la seule table sans salière et la seule sur laquelle je ne plaçais jamais de couvert. Seule une personne s'y asseyait jamais. Notre deuxième habitué, Jones, était assis dans sa banquette habituelle, les restes de son café noir serrés entre ses mains, son badge posé sur la table. Il avait les yeux fermés, la tête baissée comme s'il se repentait, la vapeur s'enroulant sur le bord de la tasse et enveloppant ses doigts. Jones était mon préféré parmi nos clients, bien que je ne lui dirais jamais. Je suis passée devant la banquette et j'ai fait glisser un bol de sachets de sucre le long du dessus de la table jusqu'à ce qu'il atteigne la tasse avec un doux tintement. Il a sursauté, attrapant son étui par habitude, jusqu'à ce que ses yeux se concentrent et qu'il me voie. Il sourit, gêné, et cela changea son visage, le ramenant à la vie. Quand il souriait, c'était comme une tempête pendant une sécheresse. Cela vous donnait envie de rester debout et d'observer, et peut-être de rester un peu plus longtemps dehors. J'avais envie de mettre mes mains sur les siennes, là où elles avaient repris leur place sur la tasse, pour sentir la chaleur de sa paume transmise par la mienne. Parfois, je peux sentir la tristesse chez les gens juste en touchant leur peau. Ils la portent avec eux, jusque dans leurs os, essayant de la cacher au monde. Mais parfois, vous pouvez la soulever un instant ou deux, si vous avez assez de gentillesse à offrir. Ça ne prend pas grand-chose la plupart du temps. Jones était trop jeune pour être aussi triste. Et pourtant, fatigué aujourd'hui, j'ai fait un geste avec la cafetière vers sa tasse à moitié vide.
Tout le monde savait pour la petite fille qu'il avait sorti des poubelles à l'extérieur de la piscine la semaine dernière. C'était la 5e disparition en 3 mois. Je pouvais dire des ombres comme des empreintes de pouces violettes sous ses yeux qu'il avait rêvé d'elle. Elle avait été retrouvée sans ses chaussures. Il l'avait portée jusqu'à l'ambulance dans ses chaussettes, roses avec de petites marguerites dessus, petites dans ses bras comme si elle dormait. Lou, le cuisinier de friture, avait pleuré quand je lui avais dit ça l'autre jour. J'aimais vraiment Lou. Il était presque
et a ouvert une page au hasard. Nous nous sommes penchés par-dessus ses larges épaules pour lire ce qui était écrit. Éloigne-toi d'une accusation mensongère et ne tue pas l'innocent et le juste, car je ne vais pas acquitter le méchant. Lou a haussé les épaules et m'a tapoté l'épaule. Je ne suis pas payée assez pour ce genre de merde. J'ai emmené les pancakes à la table 6, qui était vide la dernière fois que j'avais regardé. Elle était maintenant bien occupée. L'homme assis à la table 6 souriait quand je m'approchais. Si on pouvait appeler ça un sourire. C'était plutôt un rictus, ses lèvres tirées en rouge profond au coin de son visage. Ses yeux continuaient de regarder de gauche à droite, trop vite pour être comptés. Comme si ses pupilles ne pouvaient pas décider où elles devraient être. Ses mains tremblaient quand je m'approchais, planant comme des mouches sur une carcasse. J'ai essayé de me pencher le plus loin possible de lui en posant l'assiette sur la table, mais quand j'ai retiré mes mains, il a rapidement tendu son cou, relevant la tête et inclinant son visage vers moi. Il a reniflé fort, les paupières frémissantes. Il a ri, aigu, comme s'il était coincé sur le palais de sa bouche. J'ai reculé, essayant de dissimuler l'envie que j'avais de courir jusqu'à la cuisine. Il y a quelque chose dans le fait d'entendre un homme adulte rire nerveusement qui fait hérisser la peau. « Est-ce que je peux vous servir quelque chose ?» ai-je demandé en feignant la bonne humeur. « Je prendrai votre nom. » Il a serré l'un des pancakes dans son poing, le transformant en bouillie. J'ai tapoté l'insigne de mon uniforme. Il a secoué la tête, souriant, les épaules presque vibrantes, avec ce roulement fluide étrange, alors que son sourire glissait pendant une seconde, ses dents de devant saillant soudainement, sa langue pointant vivement. La saleté était incrustée sous ses ongles, rouges comme la terre sur les bords de la route. Puis, il souriait de nouveau, se balançant lentement de gauche à droite, sauvage, dans sa veste de chasse. 6 cheveux pendaient en mèches grasses autour de ses oreilles, comme des queues de rats blondes. Et elles oscillaient avec lui, d'avant en arrière. Isabella, Isabella, Isabella. Ça ne convient pas. Soudain, il a claqué sa main sur son visage, enfournant le pancake écrasé dans la grande ouverture de sa bouche. J'ai reculé. Le mouvement était si soudain. J'ai enfoncé mes mains dans mon tablier, cherchant le sel, et ses yeux se sont rétrécis. « Ce n'est pas nécessaire », a dit une voix derrière moi. Elle a roulé sur mes épaules, profonde, jusqu'aux os. « Monsieur Prince ». Je me suis retournée pour faire face à notre troisième habitué, le soulagement se mêlant à la peur dans un tourbillon au fond de ma poitrine. Un peu comme cette sensation que vous avez à la foire en plein été, quand vous avez été trop longtemps sur un carrousel et qu'une partie de vous sait que vous devez descendre, mais l'autre partie ne veut pas partir parce que vous savez qu'aussitôt que vous vous arrêtez, vous allez être malade. Monsieur Prince avait cet effet sur les gens. Monsieur Prince était habillé, comme toujours, dans son costume à rayures noires. Son chapeau de cow-boy était plus sombre que la nuit dehors, et ses bottes brillaient comme si elles étaient à mouiller. Si vous ne remarquiez pas les crucifixes inversés brodés délicatement sur ses revers sur mesure, vous penseriez qu'il était juste un homme avec de l'argent, peut-être mêlé à quelque chose d'un peu louche, comme le pétrole ou les produits pharmaceutiques. Il était beau avec sa mâchoire,
avec son sourire blanc comme l'os. Mais ses lunettes de soleil noir étaient posées sur le pont de son nez, encadrées d'argent et brillantes, cachant ses yeux comme d'habitude. Quand il parlait, c'était avec un accent traînant, remontant des profondeurs du sud. « Je suis désolée pour mon ami. Il est un peu... » Monsieur Prince a jeté un coup d'œil à l'homme assis à la table 6, alors qu'il haletait avec la langue pendante, comme un chien, un peu trop excité. Monsieur Prince s'est assis et les lumières au-dessus de la banquette ont vacillé. Il a incliné son chapeau en arrière sur sa tête et le jukebox a toussé et sauté. Et soudain, Robert Johnson était là et chantait à propos de ce fichu carrefour encore une fois. Monsieur Prince a glissé une Marlboro Red entre ses dents et a poussé la fenêtre ouverte d'un mince interstice avec les phalanges de sa main gauche. La bague, en pentagramme argenté à son doigt de mariage, a cliqueté contre le verre. Monsieur Prince a souri, comme le font les serpents quand ils vous observent depuis l'herbe sur leur ventre. La cigarette fumait maintenant entre ses dents, bien qu'il n'ait pas bougé. D'ailleurs, le Roy n'est pas du genre à craindre le sel. C'est juste un homme. Il l'a scruté de haut en bas, et sa lèvre supérieure s'est retroussée. À peine, il s'est tourné vers le Roy. « Je vois que tu as commencé à manger mes pancakes. Mais à quoi bon de la bonne nourriture si ce n'est pas pour partager ?» Leroy a ri de ce son étrange qui me donnait envie de fuir et a tremblé un peu. Tout chez Leroy me rendait nerveuse, prête à combattre ou à fuir, prête à envahir mon système. Monsieur Prince tendit un menu à Leroy. « Commande ce que tu veux. » Il s'est penché en avant et les lumières ont vacillé. Leroy a commandé 4 cheeseburgers et un verre de lait. « Eh bien, si c'est tout, » ai-je réussi à dire. Je pouvais sentir les yeux de Leroy accrochés à mon dos alors que je partais. Rosemary m'a fait signe de venir avant que je puisse retourner à la sécurité de la cuisine. Je ne m'inquiéterai pas pour lui, chérie. Elle s'est signée et a tapoté la carte sur le dessus de la pile. Le valet de pique. 6 yeux étaient griffés, mais pas par Rosemary. On aurait dit qu'il avait été imprimé ainsi depuis des années. On ne le reverra plus. Elle ne parlait pas de Monsieur Prince. Elle a caressé ma joue et je me suis penchée, sa main rugueuse avec l'âge, mais chaude. Je pouvais dire qu'elle pensait que j'avais l'air fatiguée. Elle a payé pour son thé et ses toasts et est sortie dans la chaude nuit qui attendait dehors. Je suis finalement rentrée dans la cuisine et j'ai été immédiatement attaquée. De l'eau froide m'a arrosé le visage et j'ai levé les bras par réflexe, essayant de protéger mes cheveux. Lou m'a agressivement arrosé le visage avec le vaporisateur que nous gardions également dans le casier du personnel, celui que l'on utilise pour s'occuper des plantes d'intérieur. Le nôtre était rempli d'eau bénite. « Lou !»« Jésus, putain, arrête, J'ai balbutié et il m'a encore arrosé. J'ai craché de l'eau bénite, dégoulinant sur le devant de ma robe et l'ai essuyée de mes yeux, le maquillage coulant un peu. J'ai attrapé la bouteille dans ses mains. Je crois que ça ira. Je n'étais pas vraiment en colère cependant. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand il s'agit de possession. Désolée, juste pour vérifier. Lou m'a timidement tendu un torchon. On l'a déjà fait, moi et Carlos. Il a baissé les yeux vers ses chaussures, maladroit. Il était un pied plus grand que moi et une décennie plus âgé.
et j'ai caché mon sourire parce qu'il faisait tourner le bout de sa botte de gauche à droite, comme un petit enfant retenu après la classe. Carlos gardait les yeux fermement fixés sur ses mains, tandis qu'il commençait à retourner les steaks hachés. Mais je pouvais sentir qu'il retenait un rire, serrant désespérément les dents. J'ai étroitement mesuré Carlos du regard et ai pointé le vaporisateur dans sa direction. « Peut-être que tu en as besoin un peu plus », ai-je menacé. Lou a reniflé, et puis Carlos riait, et moi aussi, et ce sentiment lourd qui nous avait enveloppés depuis l'arrivée de Monsieur Prince s'est dissipé. Parfois, quand les choses deviennent trop sombres, tout ce que vous pouvez faire, c'est rire. Maman disait toujours que quand ça devient difficile, on peut choisir de rire ou de pleurer. Je n'ai jamais vu ma mère pleurer. Il approchait 3 heures du matin quand j'ai apporté les burgers à la table 6. Leroy bavait visiblement et applaudissait des mains quand je m'approchais. J'ai posé l'assiette devant lui aussi vite que possible. Mais au moment où je me retirais, sa tête s'est précipitée vers l'avant et il a léché l'intérieur de mon poignet. Sa langue était longue et humide contre mon pouls. J'ai reculé comme si j'avais été mordue et il a ri, aigu et maniaque. « Tu as meilleur goût qu'eux, dit-il, en souriant et en faisant un geste vers les burgers. Monsieur Prince observait cela se dérouler, calme et impénétrable comme le ciel, avant qu'un éclair estival ne brûle un arbre. J'ai frénétiquement essuyé mon bras sur mon tablier, mais je pouvais toujours sentir cette langue sur ma peau, comme si j'avais laissé ma main dans sa bouche. J'ai lutté contre les larmes qui brûlaient soudainement au coin de mes yeux, parce que quelque chose me disait que Leroy les apprécierait un peu trop. J'ai frissonné et ai débarrassé l'assiette de Monsieur Prince. « Dis à Carlos que les pancakes étaient bons à en mourir, dit-il, derrière ses lunettes de soleil. Puis, il a ri doucement, rauque, comme si quelque chose qu'il avait dit était drôle. Il a enfoncé une autre Marlboro entre ses dents et elle a commencé à briller, pendant que Leroy engloutissait de la viande à toute vitesse. J'ai essayé de ne pas étouffer en regardant cela s'accumuler sous ses longs ongles. En passant près de Jones sur le chemin du retour, il m'a fait signe de venir, les yeux plissés d'inquiétude. Il a passé une main sur son visage, comme s'il essayait d'effacer toutes les mauvaises choses. « Est-ce qu'il te dérange ?» Il a fait un geste vers Leroy, qui se balançait d'avant en arrière en buvant son lait. Jones avait soudain l'air tellement fatigué, son uniforme froissé comme son visage, paraissant avoir 50 ans au lieu de 6,22. Rien que je ne puisse gérer, j'ai secoué la tête et j'ai pensé à Rosemary. On ne le reverra plus. Il semblait que des heures passaient en attendant que Leroy finisse. J'ai pris la commande d'un homme avec un papillon tatoué sur le cou et de quelques routiers qui versaient du Jim Beam dans leur café. Ils m'ont demandé une tasse supplémentaire qu'ils ont placée sur le siège vide de leur table. Pour des amis absents, ont-ils dit. J'ai nettoyé le comptoir, rempli les sachets de sucre et sorti les poubelles, ignorant l'homme avec un masque de lapin qui attend souvent près des conteneurs à ordures. Tant que vous ne le regardez pas, il ne vous dérange pas. J'ai rempli les tasses de café et pris les commandes du grand groupe de motards qui est arrivé, vêtu de cuir et fatigué de la route. À 3 heures du matin, Monsieur Prince s'est levé. Leroy avait léché son assiette
jusqu'à ce qu'elle soit propre, et était assis immobile, le fixant avec un sourire aux dents découvertes, les mains agrippant la table si fort que ses jointures devenaient blanches comme du lait. Monsieur Prince m'a tendu un rouleau de billets enveloppé dans du plastique noir que je savais mieux ne pas compter. Il a incliné son chapeau. « Tu vois, Leroy, on doit tous payer un jour, dit-il. Il s'est penché et a parlé doucement. Car je ne tiendrai pas pour innocent le coupable, a-t-il souri. Il a tendu la main vers Leroy, paume ouverte, attendant. Les mains de Leroy tremblaient alors qu'il fouillait dans sa veste de chasse et en sortait une paire de chaussures. Des chaussures d'enfant, assez petites pour tenir dans une seule main. De petits baskets roses, sales, avec des taches brunes sur les orteils que je savais ne pouvaient être qu'une seule chose. Monsieur Prince les a considérés un instant sous les lumières et a secoué la tête. Il semblait désolé avant de me les remettre. Pour votre homme là-bas, dites-lui de creuser plus profond là où ils ont cherché la dernière fois. Il a fait un signe de tête à Jones, qui nous regardait, son badge serré dans sa main. Mais Jones savait mieux que de venir vers nous. Monsieur Prince se tourna vers Leroy et sourit autour de sa cigarette. Nous avons encore du chemin à faire sur la route que nous prenons. Ils disent qu'elle est pavée de bonnes intentions. Il ricana et je me sentis mal au ventre. Il prit la main de Leroy comme un enfant et ils sortirent dans la nuit, chaude et attendrissante. Les portes se refermèrent derrière eux, même si personne ne les avait touchées. Le jukebox grésilla et Chris Rea était là, chantant à nouveau cette route. J'ai placé les chaussures sur la table à côté de la tasse de café vide de Jones et j'ai transmis le message. Il est resté immobile pendant un long moment après, juste à les regarder sur le dessus de la table, essayant de ne pas pleurer, crier ou frapper un trou dans le plâtre. Tout ce que je pouvais faire, c'était de lui remplir son café, parce que quand quelqu'un essaie de se retenir comme ça, il ne reste rien à dire. Ma journée de travail s'est terminée et je suis rentrée chez moi en conduisant, suivant les feux arrière devant moi. Je savais qu'en me réveillant, il ferait noir et ce serait l'heure de mon prochain quart de travail. Mais pour l'instant, je conduisais simplement, rêvant de l'océan et regardant le soleil se lever, comme il le fait toujours, malgré tout.